Alors donc, là-dedans, vous récupérez donc une estimation intégrale de gradient G carré, 1G inférieur ou égal à R, inférieur à R. Ouais. Au passage, cette constante est une constante qui ici ne dépend que de la dimension, parce que j'ai supposé que l'ellipticité, le A et J, était minoré par 1. Donc j'ai choisi une constante. La majoration, je vous ai peut-être dit que ça dépendait de la majoration des A et J. Non. Ça ne dépend pas de la majoration des A et J. Et c'est naturel, parce que plus vous diffusez, plus vous diminuez la fonction de Green. Donc il n'y a que la minoration qui compte. Donc ici, c'est un C de D. Voilà, donc ceci est vrai quel que soit R, et ceci va entraîner cela, et va entraîner cela. Alors ça, c'est un argument que j'ai peut-être déjà un peu fait. Oui, c'est même pas peut-être, j'en suis presque sûr. Enfin, presque. Mais je l'ai fait tellement rapidement, je pense, dans un déluge technique sur les équations paraboliques que de l'isoler et de le faire tranquillement, ça ne peut pas faire de mal. Bien. Ceci n'est rien d'autre que le gradient de G inf R. Et bien entendu, on a les inégalités de Sobolev, c'est-à-dire que ceci se minore par 1 sur C de l'intégrale de G inf R à la puissance 2D sur D-2. Et ici, vous avez D-2 sur D parce que c'est au carré. Donc ça, c'est Sobolev. Bon, alors maintenant, on va regarder la mesure de G où G est supérieur à K. Et de dire que ça, c'est certainement inférieur à l'intégrale de G inf 2K à la puissance 2D sur D-2. Là où G est supérieur ou égal à K, ceci est d'ordre K, est plus grand que K. Et donc, c'est du bien-aimé de Chebyshev. Hein, j'ai toujours eu du mal à comprendre pourquoi on avait besoin de donner un nom à une inégalité aussi triviale, mais enfin bon. Donc, ce qui consiste simplement à dire que là où G est supérieur à K, 1 est plus petit que G sur K. Ou que G inf de K sur K. OK ? Maintenant, on se sert de ceci avec K égale 2R, et donc vous en déduisez C sur K à la puissance 2D sur D-2. Bon, alors le 2, hein, parce qu'il y a le R, c'est 2K. Le 2, je l'oublie. Et c'est du R à la puissance, regardez bien, il faut que je l'élève à la puissance D-2. Et donc, vous récupérez ici du K à la puissance D sur D-2. Ça, c'est mon R. Et le D-2 sur D qui l'élève à cette puissance. Et donc, ceci se majore par C sur K à la puissance D sur D-2. Et vous avez exactement démontré, c'est la définition de l'espace de Lorentz. À savoir ceci. Vous voyez une inégalité d'énergie évidente avec les troncatures, et puis l'inégalité de Sobolev vous donne en 2 lignes cette estimation assez fine sur la fonction de Green. Donc c'est une astuce qui vaut le coup, parce que ce n'est pas cher. Donc c'est un peu technique, mais ça, on a droit. Alors, quand on a démontré
cette inégalité, la première information, on peut passer à la deuxième information. C'est-à-dire que ceci et cela vont entraîner cela. Et donc, je vais regarder la mesure de l'ensemble où gradient G est supérieur à K. Je recommence. Vous voyez bien que d'après l'inégalité de départ, j'ai besoin de rentrer du G. Puisque je n'ai d'informations sur le gradient que lorsque là où G est majoré par R. Et donc, je majore brutalement cette mesure. C'est ce que cette manière de démontrer c'est ce que Yves Meyer appelle toujours les inégalités au bon lambda. Alors pourquoi lambda? C'est parce qu'il aime bien avoir un paramètre supplémentaire qui est lambda. Donc vous avez deux constantes et puis vous prenez la meilleure constante possible. C'est ça, au bon. Mais c'est assez mignon au bon lambda. Gradient G supérieur à K. G inférieur à R. Bon. Plus la mesure de G supérieur ou égal à R. Ça, c'est brutal. Mesure de G supérieur ou égal à R, on sait par quoi on peut le majorer. On vient de le faire. Donc le deuxième terme se majore par C sur R à la puissance D sur D-2. C'est ce que l'on vient de voir. Et quant au premier terme, à nouveau, vous vous servez de l'inégalité redoutable qui consiste à dire que là où gradient G est supérieur à K, c'est inférieur à l'intégrale du carré divisé par K2. Donc ceci se majore par 1 sur K2. L'intégrale de gradient G carré, fonction indicatrice de G inférieur à R. Vous avez tout conditionné par le fait que G soit inférieur à R. Et l'inégalité démontrée précédemment vous dit que ceci se majore par R sur K2. Et donc la mesure qui vous intéresse, R étant quelconque, de gradient G supérieur ou égal à K, et donc inférieur à C sur R2 sur R2D sur D-2, plus R sur K2. Quel que soit R. Et donc, dans cette inégalité valable, quel que soit R, il ne vous reste plus qu'à choisir le bon R, c'est-à-dire celui qui minimise le membre de droite. Minimiser le membre de droite, vous pouvez le faire explicitement, ça n'a aucune espèce d'importance. Vous savez très bien que dans des inégalités comme ceci, il faut équilibrer les deux termes, c'est ça qui vous donne la meilleure chose possible. De toute façon, peu importe, je peux toujours choisir K, c'est R, le bon R, hein, oui, et c'est R sur K2. Non, c'est ça. Non, qu'est-ce qu'il y a, il y a un souci? Ah, c'est D sur D-2. Parce que je me disais, ça ne va pas, là. C'était faux, merci. Alors donc, vous choisissez R pour avoir que R1 plus D sur D-2 est égal à K2. Voilà, je choisis ce R-là. Et donc, maintenant, si vous faites le calcul, vous voyez que ceci, D-2 plus D, ça fait 2D-1 sur D, égale K2. Et donc, R est égal à K à la puissance D sur D-1. Il y a quelque part, je me suis planté. Pardon? Parce que là, on est
Ah, c'est D-2 en bas. Bon, non? Oui, ça c'est déjà un petit peu mieux, c'est pas encore tout à fait ça. Et puis c'est K, donc c'est D-2 sur D-1. Voilà. Ouf. Connaissant le résultat, de toute façon, il s'agit de remettre les bons exposants là où il faut. Non, mais je plaisante, c'est effectivement correct. Et donc, la moralité, c'est que lorsque vous faites ceci, eh bien, les deux termes se trouvent pour un tel cas. Les deux termes se trouvent être de la forme C, R, donc c'est divisé par K. Le D-2 s'en va et il vous reste D sur D-1 et c'est exactement ce que j'avais annoncé. Voilà. Bon, donc on se fait plaisir avec une petite démonstration très très simple, mais de telles estimations non linéaires contiennent des estimations linéaires. Bon. Et donc, ces faits-là sont démontrés, argument d'énergie, puis après, c'est de l'intégration simple. Enfin, la théorie de la mesure simple. Et puis une égalité de Sobolev quand même, hein, pour obtenir ceci. Alors, à quoi ça nous sert tout ça? Eh bien, maintenant, écrivons ce qu'est, ce que l'on espère être la solution du problème que j'ai effacé. Aïe, aïe, aïe. Ah, donc, moins DI de AIJV plus HI DJV plus HI égale à 0, en se servant de ces fonctions de Green. Donc, vous voyez que là, vous avez défini une fonction G qui dépend de x et de x0. De manière plus générale, je vais mettre un y ici. Y, c'est x0. Et que les estimations que je viens de démontrer sont aussi bien valables par rapport à x que par rapport à y. Pourquoi? Parce que si par rapport à x, G résout cette équation, par rapport à y, G résout la même équation. En fait, c'est AIJ remplacé par AJI, mais j'ai supposé que c'était symétrique. Et le delta x, le delta y remplacé par delta x. Complète symétrie de la fonction de Green. Donc maintenant, armé de ces observations, je tente la formule intégrale v de x égale l'intégrale de g de xy divergence de h, y dy. J'en déduis que ceci est égal à moins gradient par rapport à y de g de xy h de y dy. Et je peux donc majorer ceci, ça montrera que c'est borné, par l'intégrale de gradient de y, g de x et de points, et là je mets LD sur D-1 infini, ce qui est parfaitement, dont on sait que c'est majoré par une constante, indépendante de x, fois h dans un certain espace de Lorentz qui est LD1. Donc, dans le deuxième cas, quand j'ai dit P plus petit que D, c'est parce que je ne voulais pas être trop technique, mais en fait, la démonstration marche avec LD1, espace de Lorentz et avec exposant 1. Vous pouvez remplacer ceci par LD1. Et que LD1 est un chouïa plus petit que LD, mais comme H est dans L infini et dans LP avec un P qui est plus petit que D, ça c'est mon hypothèse, ça entraîne, si ça prend un sandwich D, alors ça entraîne que H est dans LD1.
les espaces de Lorentz sont emboîtés entre les espaces de LP. Et donc, V de x, indépendant de x, est majoré par une constante. Vous avez démontré que c'était borné. Bon, une fois que c'est borné, démontrer que ça tend vers 0, c'est pas... De toute façon, on a obtenu ce que l'on voulait, à savoir, c'est borné, on n'est pas dans des cadres de croissance, et en plus, on peut démontrer que ça tend vers 0 à l'infini. Les coefficients sont réguliers, le V est régulier, et puis après, on se débrouille. Bien. Donc, moralité, on a démontré le théorème suivant. Si je veux de l'unicité, je ne démontre pas l'unicité, mais ce n'est pas très compliqué. Il existe un unique V qui est dans C0. Solution du problème. Alors, on a des informations sur le gradient, il est dans L2 uniforme, enfin bon, il y a plein d'informations, mais ça, c'est de la théorie elliptique. Là, j'ai démontré l'existence, pas vraiment l'unicité, mais enfin, on a une formule, on a une fonction de Green, donc il n'y a pas trop de soucis pour justifier l'unicité. Et le fait que ça tende vers 0, il suffit de regarder un peu plus finement ces fonctions de Green. Bon, donc ça c'est le deuxième cas, et je vous explique l'essentiel. Ce que l'on avait intuité, à savoir qu'autour de la dimension D d'intégrabilité, on a vu qu'il fallait juste renforcer un peu LD par LD1, parce que LD1 va assurer qu'à part du X, vous avez pensé à des logs qui sont suffisants pour que ça soit LD1, et ça permet de dire précisément, et c'est ainsi et seulement si, de dire précisément que le V est borné. Bon. Oui, le fait que ça tende vers 0, c'est de la continuité par rapport à LP ou par rapport à LD1. Quand vous prenez un truc vous pouvez approcher n'importe quel élément de LD1 dans LD1 par L2. Pour L2, vous avez, et donc les solutions s'approchent. Pour L2, vous avez des solutions qui tendent vers 0 à l'infini, et elles sont, d'après l'estimation à l'infini, uniformément proches d'une solution qui tend vers 0 à l'infini, ça veut dire que ça tend vers 0 à l'infini. Donc ça, c'est de la continuité. Hein. C'est à partir du moment où vous avez une estimation sur le sup, si vous avez démontré que sur un ensemble dense, ça tend vers 0 à l'infini, ben pour tout, ça tend vers 0 à l'infini. Bien. Et ça, une fois que vous avez prescrit la constante à l'infini, c'est pour ça que je ne l'ai pas borné, vous pouvez parler de l'unicité. Alors, dans le troisième cas, d'ailleurs, je ne parlerai pas de l'unicité parce que je n'ai pas trop réfléchi. Je pense que c'est vrai, mais c'est assez technique. Et ça sera à une constante près. Le troisième cas, c'est le cas presque général, qui consiste à dire B et H sont dans LP, avec un P qui est strictement plus grand que 2, et qui peut être arbitrairement grand. Étant entendu que ce qui est réellement nouveau, la partie nouvelle, c'est P supérieur ou égal à D. Hein. Donc là, on a presque rempli notre objectif initial, modulo le fait qu'on a un minimum de décroissance, mais elle peut être arbitrairement lente si on la mesure avec des puissances. Et là, on aura fini ce que je voulais vous raconter sur les équations elliptiques. Bgram. Donc le résultat essentiel, c'est qu'il existe un V qui est continu, sous-linéaire à l'infini, c'est-à-dire que V de x sur 1 plus x tend vers 0 à l'infini. En fait, on peut démontrer que V de x croît au plus avec comme un polynôme qui est
relié à une puissance, enfin, comme un x à la puissance alpha avec un alpha qui est relié à p, et qui tend vers 1 quand p tend vers l'infini. Bon. Donc on a un peu mieux que ça. Est tel que dv soit dans LP. Le gradient V soit dans LP. Donc ça, c'est le troisième résultat. Et celui-là, il est méchant. Claude s'en souvient, on a fait un certain nombre d'itérations pour démontrer ce théorème, avec des bouts de démonstration fausse, ce qui est la première étape d'une démonstration correcte, c'est une démonstration fausse. Il y a un certain nombre d'ingrédients qui vont jouer. Alors déjà, essayons de bien comprendre comment cela se situe. Et reprenons l'exemple de moins laplacien V. On va y aller progressivement, égale divergence de H. Donc je suppose que H est dans LP. Et je m'intéresse au gradient. Le gradient V, c'est formellement penser que H est dans L2, auquel cas tout est justifiable, et que je cherche à obtenir une estimation a priori. Vous pouvez penser que H est un support compact, on sait qu'il y a des solutions. Et la question que je me pose, c'est est-ce que je peux avoir une estimation a priori dans LP pour le gradient? Donc le gradient de V, qu'est-ce que c'est? C'est le gradient de moins laplacien moins 1 de divergence de H. Et donc ça a un nom, c'est RI, RJ, HI, allez, JI, où R est ce qu'on appelle la transformée de Riesz, qui est donc moins laplacien moins 1,5 DI. En Fourier, c'est la multiplication par le poids homogène xi sur xi. Donc le symbole, entre guillemets, de cet opérateur, c'est ça. Bon, le théorème de régularité maximale pour les équations elliptiques, c'est équivalent à une propriété également classique des transformées de Riesz, c'est de dire que les transformées de Riesz envoient LP dans LP. Alors, c'est faux pour L1, c'est faux pour l'infini, comme la régularité elliptique. Pour L', ce que vous récupérez, si vous partez de l'infini, vous récupérez BMO. Si vous partez de C0, vous récupérez VMO. Et c'est pour ça qu'il faudrait aller s'ennuyer avec VMO si on voulait avoir le C0. Et je suis sûr que le résultat est le même en remplaçant ici gradient V dans LP par gradient V dans VMO. Alors, une fois que vous savez que gradient V est dans LP, vous avez gagné la sous-linéarité, vous avez la continuité, et la sous-linéarité s'en déduit. Ça, c'est pas très compliqué. On verra comment ça se passe en temps, mais j'ai tellement de choses à faire la semaine prochaine que je vais peut-être m'avancer un peu. Alors, quitte à reprendre ce petit point-là s'il me reste un peu de temps la semaine prochaine. Donc, concentrons-nous sur l'aspect essentiel, qui est d'obtenir cette information. Et donc, on voit que déjà, bonne nouvelle, pour le Laplacien, le théorème est vrai. Et ça doit l'être parce que c'est un cas particulier. Il suffit que je prenne AIJ égale identité, et c'est un cas particulier. Deuxième cas particulier, je triche un peu, c'est je dis que le AIJ, c'est AIJ0. Donc, exemple 1. Donc, exemple 1, OK, mais c'est déjà un peu méchant parce que on se sert de ce qu'il y a de plus fin dans la régularité elliptique.
Donc le deuxième exemple, l'exemple 2, ça va dire que AIJ est périodique, c'est-à-dire AIJ est égal à AIJ0. Donc d'une certaine manière, je n'ai qu'une perturbation sur les données. J'ai toujours mon H. C'est un cas particulier. Et là, le théorème il est déjà plus méchant parce que vous avez des coefficients je réécris l'équation, c'est moins DI de AIJ0 DJV égale divergence H. Et là, je ne peux pas me ramener au transfert Edris. Donc, vous voyez que maintenant, vous avez une modulation périodique des coefficients et que vous posez la question de savoir est-ce que gradient V dans LP se majeure par une constante universelle, enfin qui ne dépend que de P, fois H dans LP. Observez bien que cette inégalité n'est pas une inégalité simple lorsque vous avez des dépendances en X. Parce que localement, ce genre d'inégalité, c'est la régularité elliptique. Mais là, on est dans l'espace tout entier. Et une telle inégalité est nécessairement invariante d'échelle. Et si vous faites un changement d'échelle, les normes LP, elles ne sont pas affectées elles sont affectées de manière triviale par les changements d'échelle. Donc si vous remplacez X par X sur delta, vous allez multiplier par à la fois gradient V et H exactement par la même puissance de delta, puisque en termes d'échelle, vous avez ici, vous divisez V par une longueur au carré, puisque c'est des dérivés, et vous divisez H par une longueur. Donc V se comporte comme du H divisé par une longueur, et donc le gradient de V a la même échelle que H. Si le gradient de V a la même échelle que H, tout ça c'est une manière un peu compliquée de dire que si vous changez d'échelle tout le problème, bien vous avez exactement le même problème, mais à ceci près que le IJ0, il est remplacé par le IJ0 de X sur delta. Et que l'inégalité reste vraie avec une même constante qui est indépendante de lambda. Et donc, cela veut dire que si vous démontrez cette inégalité pour un IJ qui est ce qu'il est, mais qui dépend de X, vous avez en fait démontré une inégalité qui est vraie uniformément en delta pour tous les IJ de X sur delta. Donc, en particulier, si vous faites de l'homogénéisation, vous êtes en train de démontrer une estimation qui est uniforme en epsilon, une estimation sur l'homogénéisation. C'est une estimation dure. Donc attention, le fait que ça soit dans l'espace tout entier et cette invariance d'échelle fait que c'est une estimation difficile. Parce que si elle est vraie pour AIJ, elle est vraie pour AIJ de X sur epsilon. Dans le cas périodique, on est sauvé. Parce que ce que l'on a, c'est en fait des estimations sur les fonctions de Green qui font que ça se comporte, que l'inversion se comporte exactement comme le Laplacien, les transforms Edris. Et ça, ce sont des démonstrations, dans le cas où les coefficients sont réguliers, ça, ce sont des démonstrations qui ont été faites il y a assez longtemps par Avellaneda et Lin, qui ont observé, donc Marco Avellaneda et Feng Hua Lin, qui ont observé que si on prend la démonstration de l'homogénéisation, des développements asymptotiques de l'homogénéisation, on peut s'en servir pour démontrer des estimations uniformes sur les fonctions de Green par rapport à epsilon, et que ces estimations uniformes vous assurent que ce résultat est vrai. Donc Avellaneda et Lin entraîne ce résultat-là. Et donc là, on se sert pour la périodicité de la théorie de l'homogénéisation, et là, je me sers vraiment de la structure périodique. Auparavant,
dans les deux premiers cas. Le premier était purement hilbertien, le deuxième était totalement général sur les fonctions de Green. Le fait que le background soit périodique ne servait pas. Là, il sert. Parce que ces estimations sont probablement fausses dans le cas, par exemple, dans le cas aléatoire stationnaire, sans faire des hypothèses monstrueuses qui rendent la chose inintéressante. Elles sont probablement incorrectes dans le cas presque périodique. Dans le cas quasi périodique, comme je vous l'ai raconté avant les vacances de Noël, s'il faut mélanger l'adéniline avec les analyses de Fourier pour lorsque le rapport d'irrationalité de période n'est pas un nombre de Liouville, bon. OK, il y a peut-être un petit espoir, mais enfin, de toute façon, on voit bien qu'on est embuté. Donc là, attention, ce troisième résultat se sert du fait que le reste, en dehors des défauts, le système que l'on modélise est un système périodique, isotrope. Le deuxième exemple, hein, le premier exemple, c'est un cas où les coefficients sont constants en dehors des défauts. Celui-là, il est réglé. Dans le cas maintenant où le background est périodique, avec des défauts, pensez à un cristal avec des défauts, entre guillemets, c'est-à-dire un cristal, quoi. Donc, pensez à une structure effectivement organisée, mais avec des défauts. Eh bien, à ce moment-là, déjà, on voit que si on ne fait une perturbation que sur les données et pas sur les coefficients, ben, il faut se servir d'un résultat très fin. Donc, la démonstration du théorème, évidemment, va essayer de combiner deux faits. Donc, l'idée de la démonstration, et je ne la fais pas, donc, peut-être exemple 3. Comme ça, on voit émerger petit à petit des idées de démonstration. C'est supposer que maintenant je prends AIJ, je fixe P, fixé plus grand que 2, et je prends DIJ, je regarde mon problème. Et je vais supposer que AIJ moins AIJ0, qui est périodique, est petit. Mais ça dépend de P, ça. Alors, effectivement, l'estimation LP, pour ce P-là, est vraie. Pourquoi? Parce que vous allez écrire que gradient V, vous allez écrire une équation avec AIJ0, reporter le terme manquant, à savoir AIJ moins AIJ0 fois DJV, et plus divergence H. D'après Avellaneda-Lin, gradient V dans LP est majoré par une certaine constante qui dépend de P, hein, j'insiste bien sur la dépendance en P là-dedans, fois bien des dérivés de choses qui sont dans LP, fois donc la norme de H dans LP, ça c'est bon, et puis la norme de AIJ moins AIJ0 DJV dans LP. Donc, j'appelle ça inférieur à epsilon. Donc, je suppose, quand la norme c'est ambigu, hein, c'est ces matrices-là, que partout, AIJ est proche de AIJ0. Ça, je ne le sais en général qu'à l'infini.
Là, je suppose que c'est partout. Ben, si c'est partout, je peux majorer le deuxième terme par C0 de P fois H dans LP, plus epsilon fois gradient V dans LP. Et donc, si je prends epsilon plus petit que C0 sur P, plus petit que 1 sur C0 de P, j'ai gagné. Puisque j'aurais bien obtenu un gradient V dans LP majoré par une constante plus petite que 1 gradient V dans LP plus qu'il faut. Donc, une petite perturbation, mais petite uniformément des coefficients, fait que le résultat est OK. Bon, donc là, j'arrête les exemples parce qu'on a vu apparaître progressivement une situation dans laquelle, si on est très proche de quelque chose de périodique, à ce moment-là, on a une estimation LP. Et donc, l'idée de la démonstration, l'idée heuristique, qui n'explique pas du tout comment on le fait ponctuellement, il faut beaucoup plus travailler que ce que je vais dire, mais ça reste l'idée fondamentale, c'est de dire qu'à l'infini, les AIJ sont uniformément proches de AIJ0. Et donc, le LP à l'infini devrait être vrai. Dans le complémentaire d'une grande boule fixée. Alors, c'est malheureusement un peu plus compliqué que ça parce que il n'y a pas de dépendance locale des solutions, c'est non local. Donc ce qui se passe à l'infini est influé que par ce qui se passe localement et réciproquement. Mais intuitivement, si on arrive à dire qu'il y a une dissociation des phénomènes, si ce qui se passe à l'infini ne dépend que des données à l'infini, à ce moment-là, le gradient V dans LP à l'infini, ben, il est borné. Parce que là, les coefficients sont uniformément proches du cas périodique. Donc attention, c'est que le gradient loin, a priori, il dépend aussi de ce qui se passe dans une zone bornée. Et c'est là où il va falloir maîtriser cette interaction lorsqu'on veut faire une vraie démonstration. Donc il va falloir découper un peu plus que ça. Mais en même temps, on a une équation elliptique, donc on sait que les domaines d'influence sont quand même assez restreints. C'est-à-dire que l'influence d'une zone sur une autre a tendance à s'écraser. Okay ? Et assez rapidement. Et qu'à l'infini, lorsqu'on cherche à mesurer ça, on est dans une situation essentiellement périodique. Donc c'est pour cela qu'on arrive à découper astucieusement. Maintenant, pour x borné, si on oublie ce qui se passe à l'infini, ben pour x borné, les AIJ sont réguliers. Et donc les estimations LP sont OK, c'est la théorie elliptique. LP OK localement. Donc idéalement, si on disait, en dehors d'une grande boule, j'ai le gradient V dans LP qui est majoré par ce qu'il faut, parce qu'on est dans une perturbation, on est proche d'un cas périodique en dehors d'une grande boule. Et dans une grande boule, on a une estimation LP parce qu'on a la régularité elliptique. Si on pouvait dissocier les deux choses, à ce moment-là, la démonstration serait finie.
Alors, pour dissocier, c'est là où c'est technique, là, il faut travailler un peu plus que ça. Mais il reste qu'au bout du compte, en regardant bien les interactions, en écrivant les fonctions de Green, etc., en regardant bien les interactions, c'est cette idée des démonstrations que coûte, on doit mettre en pratique. C'est pas si simple que ça, il y a une vraie difficulté parce qu'on a quand même une inégalité qu'on cherche à démontrer qui n'a pas d'échelle. Donc faire des découpages dans un problème qui n'a pas d'échelle, c'est dangereux. Parce qu'un découpage, c'est introduire une échelle. Okay. Donc attention, mais on peut faire ça très très soigneusement. Et l'idée, après quelques pages de décomposition, c'est au bout du compte, il n'y a que ces deux ingrédients qui fonctionnent. Et c'est pour ça que ceci est vrai. Bon, ensuite, le fait que si gradient V dans LP, on ait une croissance eulérienne, c'est quelque chose qui est assez standard. Et je ne suis pas sûr d'avoir très envie de me lancer là-dedans. Mais c'est pour P plus grand que D, hein, parce que pour P plus petit que D, on récupère, si P est plus petit que D, les injections Sobolev vous permettent de retrouver le V tend vers 0. Donc le fait que pour P plus grand que D, on peut en déduire que V à une constante près, enfin étant défini à une constante près, croisse au plus de manière eulérienne, et le Eulder est relié aux exposants de Sobolev, c'est totalement standard. Hein. Si vous voulez juste comprendre pourquoi ceci est vrai, pensez en dimension 1, V de x, où là, tout exposant P est plus grand que la dimension. Bah, V de x moins V de 0, c'est l'intégrale de 0 à x de V'. Vous majorez ceci par l'intégrale de 0 à l'infini de V' à la puissance P, 1 sur P, et il vous reste ici x à la puissance conjuguée, c'est-à-dire P-1 sur P. Donc V est défini à une constante près, pensez que V de 0 est égal à 0, et vous voyez que V de x se majore par une fonction eulérienne. Et en dimension plus grande, c'est exactement la même chose, simplement avec Sobolev, il faut le faire un peu mieux. Mais c'est exactement du même tonneau. On a une injection dans C alpha. Donc vous écrivez ça sur une boule, et puis vous faites ce qu'il faut, et grâce aux injections de Sobolev, vous en déduisez que, effectivement, V a une croissance au plus avec une puissance plus petite que 1, et que la puissance, c'est l'exposant de Sobolev. De l'injection de gradient V dans LP dans C alpha. Voilà, donc ceci conclut ce que l'on voulait dire sur les équations elliptiques. J'attire néanmoins votre attention que là, on a des problèmes qui sont des problèmes stationnaires, il n'y a pas de dépendance en temps, et elliptiques. OK ? Alors, là-dedans, c'est surtout l'ellipticité qui est dangereuse, parce que bon, on n'a pas regardé, mais des analogues entre guillemets paraboliques ne doivent pas poser énormément de problèmes. En tout cas, on ne dit rien sur ce qui pourrait se passer pour des équations d'onde ou des choses comme ça. En plus, dès qu'on introduit le temps, il va falloir quand même dire aussi à quelle fréquence se situent les phénomènes. Donc ça, on n'a pas du tout regardé. C'est certainement des questions extrêmement intéressantes et probablement beaucoup plus proches des applications. C'est-à-dire taper une structure à une certaine fréquence, voir l'influence fine du défaut. Pensez à du contrôle non destructif, des choses comme ceci. Vous allez avoir besoin de parler de fréquence et donc de dire des choses sur la variable temporelle. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas le regarder, ça veut dire que pour l'instant, on a déjà souffert sur ces questions-là et que donc, une chose après l'autre. Et que si quelque chose est faisable, mais il va y avoir des vraies questions de dimensionnement, d'échelle. Hein. On sent bien que dès que vous pensez en termes de fréquence, la taille du défaut et la fréquence vont interagir. Hein. Si les longueurs d'onde sont
beaucoup plus grande que la taille du défaut, ça va être de l'elliptique. Hein, on ne va pas voir la différence. Si elle est beaucoup plus petite, ça c'est autre chose. Et donc le cas un peu curieux, ce sera lorsque ça sera de la même longueur. Donc ça c'est l'intuition physique, entre guillemets, hein, c'est la physique de comptoir de barre, hein, qui vous guide à ce trade-off. Hein. Bon, là je rêve à voix haute, hein, enfin je rêve, on ne sait jamais. OK. Et puis après, donc ça, l'aspect équation contre système, ça n'a aucune importance. Ce sont des techniques de régularité, ça serait du Stokes, des systèmes d'élasticité, ça serait pareil. Donc là, il n'y a pas de souci, on ne s'est vraiment pas servi du principe du maximum un chouïa dans les estimations sur les fonctions de Green, mais ce n'est pas très grave, ça. Bien. Donc je clôt là pour les équations elliptiques et je continue ma zoologie possibles équations parce que vous comprenez bien que le problème qu'on se pose est un problème générique, absolument général, et que modèle par modèle, c'est-à-dire équation par équation, vous pouvez vous poser exactement les mêmes questions. Donc inévitablement, dans la zoologie, on se dit quid d'équations non linéaires. Alors, des équations non linéaires, quand elles sont sous forme divergence, c'est essentiellement du quasi-linéaire et ça marche normalement comme des équations elliptiques, ça n'a aucun intérêt. C'est-à-dire, enfin, ça n'a aucun intérêt, je ne vais insulter personne, hein, mais c'est bon. C'est un peu la même chose, quoi. Hein. Et donc, si vous voulez voir d'autres phénomènes non linéaires stationnaires, il faut un peu aller regarder du côté où on sache faire l'homogénéisation, parce qu'il y a aussi ce point-là, parce que c'est caché quelque part. On va explorer le monde des équations qui sont gérables par les solutions de viscosité, c'est-à-dire avec le principe du maximum. Parce que si vous regardez bien, fondamentalement, pour des limites quand epsilon tend vers 0, soit vous avez des techniques hilbertiennes, soit vous avez des techniques du principe du maximum. Autrement, vous ne savez pas. Hein, c'est-à-dire, vous commencez à prendre Navier-Stokes avec des tas de petites inclusions et ça explose en vol. Déjà, Stokes, c'est compliqué et donc, on ne sait pas. Bon. On avait regardé ça déjà pour les équations de l'air avec Nader-Masmoudi. Les comportements de loi de Darcy non locales, enfin, et c'était dans le cadre le plus simple que l'on pouvait imaginer. Donc, il y a quand même, pour pouvoir comprendre le comportement microscopique, on a quand même la nécessité de comprendre bien la manière dont le système agit, et notamment agit en fonction des échelles. Et une des difficultés de la mécanique des fluides, c'est le couplage des échelles. Donc, on sent bien qu'il y a une difficulté intrinsèque pour passer à un certain nombre de modèles de ce type-là. Hein. C'est que ce n'est pas uniquement du style on est nul, on ne sait pas faire. Bon, c'est pas parce qu'on ne sait pas faire qu'on est nul, mais ce n'est pas le problème. Le point important, c'est que je pense qu'il y a vraiment des difficultés intrinsèques. Et que lorsque vous avez a priori, dans Navier-Stokes, la possibilité de mélanger et de coupler les échelles, il y a un vrai problème fondamental. Qu'est-ce qu'on est en train de raconter quand on regarde des problèmes comme cela? Bien. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas intéressant, ça veut dire que là, il y a un saut de difficulté qui me paraît absolument considérable. Bien pire que des histoires dépendant du temps et des ondes. Alors donc, dans le monde des solutions de viscosité, je vais commencer par ce qui est peut-être le plus manipulable facilement, à savoir des équations d'Hamilton-Jacobi du premier ordre. C'est de l'optique géométrique. C'est quand je dis j'ai commencé, hein, j'ai juste le temps d'écrire les équations. Hein. Et donc, ce que l'on va voir la semaine prochaine, ça sera de recommencer avec des équations du style où l'équation de départ, c'est un h de x sur epsilon et le gradient u epsilon égale à 0.
Et l'autre équation que je regarderai la semaine prochaine, ça sera, et attention, c'est un epsilon ici, un moins epsilon laplacien u epsilon, h de x sur epsilon gradient u epsilon. Et ce que l'on découvrira, c'est que déjà, la première chose que j'avais passée sous silence, qui consiste à dire, ou que j'ai expédié ce matin très rapidement, c'est que si je prends une petite perturbation d'un cas périodique, le comportement macroscopique est le même. Ça, c'est faux sur ces problèmes-là. Et ça va dépendre des perturbations. Et ça va se retrouver évidemment sur les correcteurs, parce que si vous avez des correcteurs, vous avez le même comportement. Donc il y a deux questions que l'on va se poser. Est-ce que les perturbations d'une situation périodique, est-ce que ça entraîne le même comportement macroscopique? Première question. Et deuxième question, est-ce qu'il existe des correcteurs pour le problème perturbé? Alors, ce que l'on peut dire de manière générale, c'est que l'existence de correcteurs entraîne le même comportement. Mais que le même comportement, comme on le verra, n'entraîne pas qu'il existe des correcteurs. Et en plus, on verra qu'on n'a pas toujours le même comportement. Et qu'un défaut isolé pour cette équation fondamentale de l'optique géométrique peut faire que c'est comme s'il n'y avait plus de propagation. C'est-à-dire que ce défaut va bloquer la propagation et on perd l'équation. Donc là, un défaut peut avoir une conséquence sur les équations d'Hamilton-Jacobi bien plus sévère. Mais on est dans les phénomènes de propagation. On est dans les phénomènes de propagation et fondamentalement, l'optique géométrique est valable à très haute fréquence. Donc très très petite longueur d'onde. Donc on est bien dans le cas que j'évoquais précédemment, très très petite longueur d'onde. Longueur d'onde 0, entre guillemets. Et voilà pourquoi je pense que la question intéressante en termes de dépendance du temps, c'est quand on a une interaction, qu'on est à la même échelle. Donc, l'équation d'Hamilton-Jacobi nous éclairera des choses de manière très très indirecte via l'optique géométrique. Mais là, je triche parce qu'il y a une sorte de commutation de limite qui n'est pas OK et qui n'est probablement pas vraie en plus, puisqu'il y a les caustiques et les choses comme ça. Donc, c'est probablement ce que j'ai ultra simplifié, mais c'est déjà un premier aperçu de l'influence de défaut sur les phénomènes de propagation, mais le niveau que je qualifierais de 0, voire de moins 1. Sur ce, à nouveau, tous mes voeux. On se retrouve la semaine prochaine, séminaire dans un quart d'heure sur des algorithmes parallèles extrêmement efficaces. Donc, à suivre dans un quart d'heure.